partagé. À lui de renchérir que ce temps de célébration doit être également un moment de méditation, de réflexion profonde et des projections stratégiques en vue d'une entame heureuse, responsable et résolument tournée vers l'action de l'année 2026 qui se profile à l'horizon. Il offre à chacun l'opportunité de tirer les leçons du passé récent, de consolider les acquis et de corriger avec lucidité et courage les insuffisances constatées. Dès lors, le président de la République a invité et rappelé à chaque membre du gouvernement à procéder à une évaluation personnelle, honnête et rigoureuse de l'action menée dans son secteur au cours de l'année 2025, afin d'identifier clairement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a produit des résultats tangibles, ainsi que les ajustements nécessaires pour améliorer significativement les performances et l'impact de l'action publique au cours de l'année à venir. Il va de soi qu'une évaluation globale et approfondie de l'action gouvernementale soit également menée. À cet égard, il a engagé la Première ministre chef du gouvernement à enclencher cet exercice dans un esprit de responsabilité, d'efficacité et de redevabilité. Il a terminé ses points en souhaitant aux membres du gouvernement ainsi qu'à leurs familles une excellente année 2026 placée sous le signe de la paix durable, de la cohésion nationale, du sens élevé du devoir, du travail bien fait et du progrès partagé au bénéfice de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la délivrance des plaques d'immatriculation pour véhicules. Le président de la République a commencé par rappeler que la plaque d'immatriculation constitue un élément fondamental d'identification des véhicules, indispensable à l'organisation de la circulation routière, à la sécurité publique, à la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la mobilisation des recettes de l'État ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il a relevé avec une vive préoccupation que des informations concordantes portées à sa connaissance font état depuis une longue période d'une rupture, voire d'une rareté persistante des plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a conduit de nombreuses personnes propriétaires de véhicules récemment importés à circuler sans plaque réglementaire ou à se munir abusivement des plaques dites temporaires émanant de certains services publics, principalement dans les buts d'échapper au contrôle des polices des circulations routières. Cet état de fait révèle une défaillance manifeste du service légalement habilité à assurer la délivrance des plaques d'immatriculation. Il engendre de conséquences graves et inacceptables, notamment l'atteinte à l'autorité de l'État et au respect de l'ordre public, la multiplication des fraudes et des usagers irréguliers des plaques non conformes, la difficulté d'identification des véhicules impliqués dans des infractions, des accidents ou des actes criminels, des pertes significatives des recettes pour le trésor public, une insécurité accrue sur les routes et une dégradation de la gouvernance administrative dans les secteurs de transport. Face à cette situation, le président de la République a instruit formellement le ministre des Finances, en étroite collaboration avec l'ensemble des ministères et services publics concernés, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme définitif à la rupture des plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du territoire national. Il les a invités en outre à réfléchir et à proposer un mécanisme adéquat et sécurisé visant à intégrer la délivrance des plaques d'immatriculation dans le processus de dédouanement des véhicules, de sorte que tout véhicule importé soit directement immatriculé dès son premier poste d'entrée sur le territoire national. Ces mécanismes devront garantir la traçabilité, la transparence et la sécurisation complète du circuit de délivrance des plaques en vue de prévenir toute fraude ou manipulation. Un rapport détaillé, assorti des propositions concrètes, d'un calendrier de mise en œuvre et des responsabilités clairement établies, est attendu à ces sujets au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2026. Dans la suite de la communication du président de la République, la Première ministre chef du gouvernement
est revenu sur l'efficacité de l'action gouvernementale. En cette période qui consacre le passage d'une année à une autre, avec des défis de divers ordres en perspective, elle a rappelé les différentes instructions du président de la République émises lors de 70e et 71e réunions du Conseil de ministres et de mentionner de nouveau à tous les membres du gouvernement un principe fondamental, celui de la cohérence, de l'efficacité et de l'impact de l'action gouvernementale. Et cela dépend, a-t-elle martelé, de notre capacité collective à travailler autour d'une vision commune et des priorités partagées. Prenant en compte les grands axes du Programme national stratégique de développement 2024-2028 ainsi que des 6 engagements du mandat du président de la République, le programme d'action du gouvernement demeure la boussole exclusive de toute action publique. Il n'est pas un simple document de référence, mais il constitue un véritable cadre d'engagement politique et opérationnel qui doit guider sans exception l'ensemble de nos politiques sectorielles. À cet égard, la Première ministre a rappelé à chaque membre du gouvernement la nécessité de s'approprier pleinement les grands programmes et projets structurants en cours, notamment le programme de développement local de 145 territoires, le projet compact de résilience qui constitue un levier transversal des stabilisations, de relance et des transformations. Ces programmes ne sont pas portés par un ministère en particulier, ils engagent l'ensemble du gouvernement et doivent être intégrés de manière explicite et opérationnelle dans chaque politique sectorielle. La Première ministre a insisté sur un point essentiel. Chaque ministre est comptable des assignations lui confiées. Les actions engagées doivent être prioritairement orientées vers l'atteinte des résultats définis dans le cadre de performance avec une exigence accrue d'impact, de suivi et de redevabilité. Dans cette perspective, elle a demandé à chaque membre du gouvernement de lui transmettre dès les débuts de l'année 2026 une feuille de route sectorielle annuelle qui devra impérativement comporter les priorités du ministère pour l'année 2026, alignées sur le programme d'action du gouvernement et les programmes structurants en cours, les actions prioritaires concourant directement à l'atteinte des résultats attendus, un plan de financement indicatif précisant les besoins budgétaires et les sources de financement envisagées. Ces feuilles de route seront examinées par les ministres du Budget et des Finances et devront servir de base de référence en rapport avec la loi des finances 2026 lors de l'élaboration du plan de trésorerie et du plan d'engagement budgétaire du premier trimestre 2026. Cette démarche vise à renforcer la discipline collective, à améliorer la coordination interministérielle et à garantir une utilisation efficace et stratégique des ressources publiques dans l'intérêt supérieur de la nation. La Première ministre a dit compter sur l'engagement, la rigueur et le sens de responsabilité de chacun pour traduire ces orientations en résultats concrets au bénéfice de nos populations. Sur un autre volet, elle a évoqué des mesures consécutives aux graves accidents de circulation sur nos routes. Des informations à sa possession font état de plusieurs accidents à la base de la perte de vies humaines et des biens. En ces circonstances particulièrement douloureuses, elle a, au nom du gouvernement et aux siens propres, exprimé notre compassion à tous les compatriotes victimes de ces faits tragiques en cette période de fêtes de fin d'année. Nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et solidarité aux blessés à qui elle a souhaité, au nom du gouvernement, un prompt rétablissement. C'est dans ces mêmes registres qu'elle a été informée avec une profonde consternation du grave accident de circulation survenu lundi dans la soirée à Kinshasa sur la route Elenguessa dans la commune de Selembao où plusieurs compatriotes ont été touchés. Cette situation rappelle une fois de plus l'impérieuse nécessité du respect strict des règles de sécurité routière ainsi que la responsabilité collective de l'ensemble des acteurs impliqués dans la prévention des accidents de circulation. La Première ministre a réitéré, comme elle avait récemment souligné à la suite de l'accident survenu vers Grand-Malik à Kinshasa, que la préservation de la vie humaine demeure une priorité absolue de l'action publique, conformément aux piliers du programme d'action du gouvernement
qui place la protection et la sécurité de la population au cœur de l'engagement de l'État. À cet effet, elle a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de Transport ainsi que celui de Travaux publics de prendre chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions nécessaires afin d'établir toute la lumière sur les circonstances de ces drames et de renforcer les mesures de prévention ainsi que des sécurisations sur les axes routiers stratégiques de la ville de Kinshasa et de l'ensemble des provinces du territoire national. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par des inquiétudes de la population dans les zones sous contrôle des RDF M23, les obligeant à manifester contre leur gré en faveur de leur présence après avoir annoncé leur retrait. La dégradation de la situation humanitaire des compatriotes déplacés à la suite de l'occupation rwandaise de la ville d'Uvira et ses réfugiés au Burundi en Tanzanie. La satisfaction de la population en général et de tous les sportifs congolais à la suite de la victoire de l'équipe nationale Les Léopards qui a gagné leur premier duel face à l'équipe du Bénin dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Au plan politique, il a fait mention de la mise en œuvre des mécanismes de stabilisation des institutions provinciales qui a entraîné une accalmie relative au sein des assemblées provinciales et exécutifs provinciaux, en dépit de quelques cas d'instabilité, notamment dans le Maniema, le Haut-Lomami, le Sud-Ubangi et le Congo central. À l'approche des festivités de fin d'année, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil de la réunion de sécurité qu'il a tenue le 23 décembre 2025 avec la police nationale congolaise pour redoubler les mesures d'intensification de l'opération Ndobo afin de garantir la sécurité de la population et parer contre la recrudescence de la criminalité urbaine. Ces dispositions sécuritaires consistent au déploiement de patrouilles mixtes police-armée, au renforcement de la régulation de la circulation routière. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières après avoir fait état des cas de sinistres et des catastrophes enregistrés au cours de la semaine qui s'est achevée. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait le point de la situation opérationnelle spécifiquement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo restent vigilantes et tiennent leur position face à l'ennemi. En ce qui concerne l'Ituri, le point a été fait sur les opérations qui se poursuivent contre les milices RP-Zaïre, Codeco et FRPI. Dans le cadre de l'opération Ngemba, il a souligné qu'après les déploiements de renforts dans la zone, la situation est sous contrôle des unités de 11e et 14e régions militaires afin d'assurer la sécurité avant, pendant et après les festivités. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rassuré de la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo à défendre la patrie, rétablir l'autorité de l'État et à assurer la sécurité de nos populations. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a fait le point de la situation dans le pays. Pour ce qui est du choléra, la tendance à la baisse se poursuit. Pour ce qui est du Mpox, la tendance à la 50e semaine a été caractérisée notamment par une baisse continue. Et donc globalement, une baisse significative de notifications est observée avec une réduction du nombre de cas positifs. Les dispositifs de riposte sont maintenus et les actions se poursuivent pour éradiquer ces épidémies. Sur un autre volet, le ministre de la Santé a informé le Conseil de la relance officielle le 22 décembre 2025 du centre hospitalier universitaire CHU du Cinquantenaire, anciennement appelé Hôpital du Cinquantenaire, ce qui consacre le retour effectif de l'État dans la gestion de cet établissement stratégique et réaffirmant son engagement en faveur d'un service public de santé accessible, équitable et de qualité. Après plus d'une décennie marquée par des dysfonctionnements consécutifs à une gestion privée défaillante, l'État a pleinement assumé ses responsabilités à l'issue d'une procédure légalement établie et confirmée par le Conseil d'État. À cet effet,
un comité de gestion provisoire a été mis en place et plusieurs services essentiels ont été rendus opérationnels, notamment la traumatologie, les urgences, la neurochirurgie, la santé maternelle et néonatale. Désormais intégrés au réseau national des hôpitaux de référence, les CHU du cinquantenaire entament une nouvelle phase axée sur l'amélioration continue de la qualité des soins, la valorisation des compétences nationales et le déploiement progressif des services structurants. Note d'information relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté au Conseil le projet de mise en place du guichet unique de réception, traitement et suivi des demandes d'entraide judiciaire ou commission rogatoire internationale au sein du ministère de la Justice. L'objectif poursuivi est de favoriser la collaboration interinstitutionnelle à travers la centralisation de toutes les formalités et activités liées à la réception, au traitement et au suivi des dossiers relatifs aux demandes d'entraide judiciaire ou des commissions rogatoires internationales d'une part, et de simplifier et de clarifier le processus d'examen et de traitement des demandes de commissions rogatoires internationales et d'entraide judiciaire d'autre part. Grâce à ces guichets uniques, a précisé le ministre d'État, il pourra être instauré un circuit clair et simple des traitements des demandes et des délais précis des traitements en déant lesquels la commission rogatoire doit être exécutée. Sinon, la partie requérante devra être avisée sur les raisons pour lesquelles un retard est enregistré dans les traitements de sa demande. Ce guichet unique sera placé sous la coordination de son ministère, secondé par le ministère des Affaires étrangères, à travers leurs cabinets respectifs, secondés par les directions et services administratifs de 2 ministères avec un secrétariat technique. Cette démarche du gouvernement, a-t-il conclu, vise à rehausser l'image de marque de notre gouvernance diplomatique internationale, en particulier celle relative à notre diplomatie judiciaire en matière de respect et de nos engagements internationaux. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de la communication. Le ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement, a présenté au Conseil le rapport relatif aux dispositions prises en exécution des instructions du président de la République au point 2 de sa communication lors de la 70e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Il a indiqué qu'il compte lancer dans le prochain jour une campagne structurée dénommée Zala Ekenge Belela et ses déclinaisons dans les 4 langues nationales à travers des actions adaptées permettant d'encadrer l'action publique autour des objectifs clairement définis, des cibles identifiées avec précision et des mécanismes de communication en adéquation avec les réalités nationales. Ces dispositifs permettront d'assurer la cohérence des messages diffusés, la coordination des interventions des différents acteurs médiatiques et la permanence de la parole gouvernementale tout en préservant la flexibilité requise pour s'ajuster à l'évolution du contexte sécuritaire et informationnel. Il sera question spécifiquement durant la période des festivités de fin d'année d'encourager l'alignement de communication sectorielle de ministres concernés sur les messages institutionnels validés afin de préserver la cohérence de la parole gouvernementale, de renforcer la coordination intersectorielle, notamment avec le ministère en charge de l'Intérieur, de la Défense et de la Sécurité, pour garantir la complémentarité entre communication préventive et action stratégique, d'appuyer les mécanismes de veille et des réactions rapides face à la désinformation en tant qu'outil de protection de la stabilité sociale et de la crédibilité de l'État. Sollicitant l'accompagnement du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias a précisé que la campagne nationale de vigilance Zala Ekenge Belela participe au renforcement de la souveraineté narrative de notre pays en inscrivant la vigilance citoyenne dans une logique de responsabilité partagée entre l'État et la population. Elle contribue à la mobilisation du Front populaire comme levier de prévention, de cohésion nationale et de protection collective, particulièrement en cette période sensible de fin d'année 2025, marquée entre autres par l'agression de notre territoire national. La dernière note lue dans les chapitres de points d'information de ce jour a été lue par la vice-ministre des Affaires étrangères qui a présenté la note résumant la résolution 2808 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 19 décembre 2025.
Cette adoption intervient dans un contexte diplomatique et sécuritaire particulier, marqué par les attentes liées à la mise en œuvre effective de la résolution 2773 et par la convergence de plusieurs initiatives diplomatiques majeures offrant une opportunité réelle de progrès vers la paix dans l'est de notre pays, notamment l'accord de paix du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda, facilité par les États-Unis, qui réaffirme les engagements réciproques de cessation des hostilités, d'interdiction de toute incursion et de tout soutien aux groupes armés, des respects de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que la mise en place des mécanismes conjoints de suivi sécuritaire. Par la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et de l'accord cadre de Doha du 15 novembre 2025, facilité par l'État du Qatar couvrant les aspects relatifs au cessez-le-feu, au désengagement des forces, à la protection des civils, à l'accès humanitaire, au retour de personnes déplacées, au rétablissement de l'autorité de l'État. Par les cadres d'intégration économique régionale, dont l'application dépendra de la réussite des deux processus précités, permettra le retour de la paix et la paix qui déclenchera une coopération économique régionale. Ce contexte est malheureusement marqué à ce jour par des graves violations du cessez-le-feu, caractérisées par l'intensité des hostilités et l'occupation de la ville d'Uvira par la coalition RDF M23. Parmi les points saillants de cette résolution figurent les renouvellements du mandat de la MONUSCO pour une durée d'1 an en maintenant son effectif autorisé avec comme priorité stratégique la protection des populations civiles, l'appui à la mise en œuvre de la résolution 2773 et des processus de paix en cours, la stabilisation et les renforcements des institutions de l'État. La résolution exige également que la MONUSCO exerce pleinement son mandat dans les zones affectées par le conflit en maintenant un déploiement proactif, mobile et flexible, en particulier dans les zones occupées par les RDF M23. Par l'adoption de cette résolution, la communauté internationale a donc réaffirmé clairement son soutien à la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise et à l'activisme persistant de groupes armés. Cette résolution constitue conjointement avec la résolution 2773 un levier stratégique majeur pour la défense de la souveraineté nationale, de la protection des populations civiles et de la stabilisation durable de l'Est de notre pays. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 71e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 19 décembre 2025. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 2 dossiers. Le premier dossier a été présenté par la ministre de l'Environnement et qui portait sur le programme de foresterie dénommé La Forêt, c'est nous. Ce programme, a-t-elle indiqué, traduit la vision du président de la République, celle de restaurer 8 millions d'hectares de forêts dégradées, soit à peu près 5 milliards d'arbres à l'horizon 2030, répond à ces défis en proposant une action nationale réfléchie, structurée et innovante, intégrant les dimensions écologiques, sociales et économiques. Il vise à assurer la pérennité des forêts congolaises et à améliorer les conditions de vie de communautés rurales et des autochtones et à créer la cohérence avec le développement du marché carbone de la République démocratique du Congo. La mise en œuvre se fera par une approche différenciée selon les zones agroécologiques des 145 territoires, avec un cycle opérationnel allant de la production des semences locales jusqu'au suivi statistique et contrôle de qualité. Pour réaliser les 13 axes prioritaires d'intervention, il sera mis en place une bonne coordination avec la collaboration du ministère du Plan. La synergie entre les actions et les acteurs sera recherchée pour plus d'efficacité. Cette approche territorialisée permet de prendre en compte la diversité agroécologique du pays, elle garantit l'inclusion de toutes les communautés locales et autochtones dans les processus, favorise une meilleure appropriation et renforce la légitimité du programme au niveau villageois, sectoriel et territorial. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Dossier relevant du secteur des ressources hydrauliques et de l'électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a pour sa part soumis au Conseil les dossiers portant sur la politique nationale du service public de l'eau pour examen et approbation. Il a expliqué que la PNSPE constitue l'ensemble des actions comprenant la production, le transport
et la distribution de l'eau potable à la population afin de répondre à l'obligation constitutionnelle d'assurer à la population l'accès universel à l'eau potable. Elle apporte la clarification nécessaire sur les attributions de tous les acteurs impliqués dans ces secteurs. La PNSP poursuit deux objectifs globaux: améliorer la gouvernance du service public de l'eau, atteindre un accès universel à l'eau d'ici 2035 à 90% en zone urbaine et à 70% en zone rurale. Son financement sera assuré par le Fonds national de l'eau à créer et dont les ressources proviendront notamment du budget de l'État, des redevances générées par les différents usagers de l'eau, les contributions des partenaires du gouvernement, la capitalisation du financement climatique et les financements du secteur privé à travers les PPP. Il s'agit d'un signal politique qui traduit notamment un engagement fort du gouvernement à répondre aux besoins de base de la population en matière d'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante, et la réponse du gouvernement à la nécessité de disposer d'un cadre cohérent et régulé pour attirer les investissements publics et privés à travers notamment l'opérationnalisation de l'autorité des régulations des services publics de l'eau ARSPE qui veillera sur une tarification économiquement viable. Pour conclure, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a précisé que la PNSPE dotera notre pays d'un instrument stratégique et fédérateur de tous les efforts pour relever les défis de l'accès universel à l'eau potable, accélérer la réduction de la pauvreté et soutenir le développement durable du pays. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte a été soumis. Il s'agit du projet d'ordonnance-loi présenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 2 janvier 2026. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Commencé à 14h57, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h37. Je vous remercie.